On a pu récupérer alors ton téléphone, ton mail. C'est quoi ma situation maritale alors concubine. C'est bientôt son anniversaire, c'est le 24 juillet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne mais qu'on ne comprend pas très bien, la cybersécurité. Mon invité, Pierre-Alban Morin, est security manager chez Orange Cyberdéfense, mais c'est aussi un hacker. Mais en fait, il est du bon côté de la force parce qu'il hack les boîtes dans lesquelles il travaille pour les protéger. Est-ce que j'ai dit ce que tu faisais ? Parfait. Je suis trop fière, génial. Alors, on va tout de suite commencer par la question que je me suis posée. Est-ce que tu as déjà été un mauvais hacker, genre un méchant ? Non. Non, t'as jamais fait ça? Non, jamais. Non, honnêtement, non, jamais. Mais il y a bien un moment où t'as commencé à geeker et où t'as fait des petites bêtises ou jamais? Non, jamais, parce que depuis quelques années, il y a pas mal de plateformes pour apprendre légalement le hacking. Et du coup, on n'a pas besoin de faire de l'illégal pour apprendre, en fait. T'as fait une formation? Il y a pas mal de formations, oui. Et toi, t'as fait ça? J'ai fait ça. Ok. J'ai fait ça. Il y a pas mal de formations qui existent en Bac+5 généralement. Et on peut apprendre, alors on n'apprendra pas que le hacking, mais on va en apprendre. Et après, c'est beaucoup de pratique surtout pour apprendre le hacking. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que c'est un milieu que je ne comprends pas du tout. Alors, évidemment, j'ai fait mon travail, Pierre-Alban. J'ai potassé, j'ai été voir plein de vidéos. En fait, les vidéos qu'on voit le plus, c'est des choses un peu, je dirais cool, mais très sensationnalistes sur j'ai volé 67 millions d'euros sur tel truc. Et en fait, il n'y a pas que ça. Le spectre, il est beaucoup plus large. Est-ce que déjà, tu peux m'expliquer comme une enfant de 12 ans ce que c'est une cyberattaque ? Une cyberattaque, c'est tout simplement paralyser une activité, c'est rendre indisponible l'informatique. Alors, soit le rendre indisponible, et du coup, forcément, les personnes ne peuvent plus travailler, soit voler des données, et du coup porter atteinte à la confidentialité du savoir-faire d'une entreprise, ou à ce qu'on appelle l'intégrité. On va soit chiffrer les données, soit les modifier, les altérer, pour les rendre... pour les casser, entre guillemets. Ouais. Là, quand tu me dis ça, d'un coup, je me dis « Oh, ça va, c'est pas très grave », mais en fait, il y a des gros risques. Il y a des gros risques, imagine, par exemple, ne serait-ce que ton activité, ou même dans la vie personnelle, etc. On n'a pas forcément envie que certaines de nos informations soient publiques. Tout ce qu'on met sur Internet, il faut s'imaginer une personne vraiment malveillante dans la rue, est-ce qu'on lui dirait qu'on habite à telle adresse, que notre numéro de téléphone, c'est le temps, que, je sais pas, notre situation maritale ou personnelle, etc., etc. Non, on n'a pas envie. Et Internet, c'est ça malheureusement. Ces informations sont accessibles partout, à tout le monde. Oui, parce que c'est vrai que moi, j'aurais tendance à me dire, de toutes les manières, on met nos plats sur Instagram, on met où on est, on dit tout de nous, mais en fait, c'est pas vrai, on dit pas tout de nous, on dit ce qu'on veut bien dire. Exactement, on dit jamais tout de nous. On a forcément... On n'affiche pas combien on a sur notre compte, par exemple. Bien sûr, et puis il y a plein d'autres éléments personnels qui sont propres à chacun et qu'on n'a pas envie que les autres sachent. Et ça qui est vraiment important, c'est protéger vraiment cette notion de vie privée et sa vie en ligne. Et ça passe aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises par une bonne gestion et une bonne hygiène informatique. Ouais, c'est ça. Une hygiène informatique. C'est le terme à la mode. Ah ouais. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'hygiène de base, je sais pas, tous les matins on se brosse les dents, c'est quelque chose d'inné, on n'y réfléchit même pas. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de pas le faire. Et aujourd'hui, on est regardé bizarrement. Et je dis, voilà, si on n'a pas cette hygiène de base, en fait, en informatique, c'est exactement pareil. On ne devrait pas avoir un mot de passe faible, par exemple, moins de 12 caractères. Pourquoi ? Parce que ça se casse facilement. Une machine aujourd'hui, et les machines sont de plus en plus évoluées, peuvent retrouver de plus en plus facilement les mots de passe qu'on va utiliser. Quand tu dis les machines, c'est des programmes qui permettent de générer c'est des programmes qui vont alors soit se baser sur des fuites de données existantes. Par exemple, j'ai renseigné mon mot de passe sur un site. Voilà, par exemple, j'ai voulu acheter des chaussures sur tel site. J'ai créé un compte, j'ai mis une adresse mail, j'ai mis un mot de passe et j'ai acheté mes chaussures. Très bien. Le site se fait pirater, et ça malheureusement ça arrive beaucoup, et les attaquants ont récupéré mon mail et mon mot de passe. Alors il y a plusieurs problèmes à partir de là. Si je réutilise mon même mot de passe partout, ces attaquants qui sont vraiment, pour le coup, il y a tout type d'attaquants, on pourra en parler après, mais qui sont vraiment des gens très organisés et qui ont vraiment sans scrupules, ils ont mon mail et mon mot de passe. Mais s'ils ont accès à mon mail, ils peuvent réinitialiser tous mes comptes, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Et mettre vraiment les personnes en danger. C'est quoi l'attaque la plus fréquente qu'on subit tous et parfois même on s'en rend même pas compte?
Le phishing, je dirais forcément, c'est cette façon d'envoyer un mail, un SMS ou même un appel. Donc après, il y a diverses variantes, on peut appeler ça le smishing pour du SMS, mais l'idée reste la même, c'est que je vais t'envoyer un message, généralement avec un caractère assez urgent, pour que tu cliques sur un lien, ou pour que tu ouvres une pièce jointe pour que tu rentres tes identifiants. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, si tu cliques ne serait-ce que sur un lien, la personne peut récupérer certains accès. Une pièce jointe, c'est quasiment un contrôle total. Et, bien sûr. Sur l'ordinateur. En fait, il faut s'imaginer que l'informatique, c'est assez binaire. Ce que tu fais avec ta tablette, avec ton téléphone, avec ton ordinateur, tout ce que tu es capable de faire, on peut le faire à distance. Et si on peut le faire à distance, un attaquant pourra le faire. L'idée, c'est un peu le principe. Par exemple, quand tu es dans une boîte ou dans un bar, tu veux rentrer et le vigile à l'accueil te dit non, tu peux pas rentrer. Mm-hmm. Tu as deux solutions. Soit tu forces le passage. Donc là, on va exploiter une vulnérabilité. Bon, je dis pas que c'est bien, mais c'est pour l'exemple. Mais c'est très rare. L'attaquant va exploiter une vulnérabilité et que tu aies cliqué ou non, il va pouvoir contrôle à tes données. Oui. C'est très rare. Soit le plus simple, c'est tu demandes à quelqu'un à l'intérieur de dire il est avec moi. Et à ce moment-là, le vigile sera rentré. Et quand tu cliques sur une pièce jointe, quand tu cliques sur un lien, c'est ça. Et à ce moment-là, c'est comme si ça fait rentrer le loup dans la bergerie. Et selon le programme qui est derrière, on peut avoir un contrôle total, effectivement. Ouais, ça fait vraiment peur. Donc le micro, la caméra, la géolocalisation, les mots de passe, les fichiers confidentiels, tout. Mais ça, est-ce que ça arrive pas plutôt à des personnes connues ou influentes ou parce que finalement nous, le badaud, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Prendre de l'argent ? Déjà, non, ça arrive à tout le monde parce que les attaquants vont à la pêche, en fait. Okay. Ils tapent large, quoi. Et voilà, en fait, au lieu d'envoyer une canne à pêche, ils envoient un filet. Ils envoient leur mail à le mail qui peut paraître un peu gros. Brigade de répression contre la pédopornographie, vous avez une infraction routière, etc., etc. Ça c'est vraiment affreux, ce truc brigade de répression de la pédopornographie, parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais, et en fait c'est au-delà du fait que c'est illégal et que c'est du phishing là pour le coup aussi. Pour la personne, c'est extrêmement violent. Elle peut croire à ça, elle peut se dire qu'elle a une plainte. De toute façon, c'est pour ça que ça joue sur les sentiments. Exactement. Les attaquants utilisent beaucoup de biais cognitifs sur les sentiments, évidemment, sur le sentiment d'urgence, de culpabilité. Enfin, tous les biais cognitifs. Alors, je suis pas du tout un expert du domaine, mais oui, il y a une époque où on recevait des mails de aide-moi, je suis bloqué dans tel. Oui, c'est ça. Là, maintenant, c'est plus le cas. Ça marche plus. Surtout à l'ère des IA génératives, donc cette capacité d'utiliser l'IA pour tout le monde, c'est de plus en plus facile en fait d'arriver à vraiment faire des messages qui soient vraiment pertinents. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des choses où on se dit c'est vrai, c'est sûr. Et tout le monde peut se faire avoir malheureusement. Petite anecdote en passant, il y a souvent régulièrement, donc c'était pas chez Orange, mais dans une autre société, il y a régulièrement des tests de phishing qui ont lieu, donc pour tous les employés et notamment au sein du service cybersécurité de cette entreprise, on était assez nombreux. Il y a eu 20% de clics. Mais non. Alors et j'ai cliqué. Mais non. Et j'ai cliqué parce que tu t'es fait ficher, toi. Je me suis fait ficher, donc c'était un exercice. L'ego en a pris un coup, mais parce que c'était il y avait le sentiment d'urgence. Là, je crois que c'était votre fiche de paye est arrivée, on était en fin de mois, coup classique, on entre deux dossiers, on réfléchit pas. En fait, tout le monde peut se faire avoir. Et donc tu cliques sur le lien. Et là, du coup, j'ai eu une pop-up d'alerte en disant c'est un exercice, vous êtes fait avoir. J'ai payé ma. Mais si c'était vrai, la personne rentrerait sur ton ordinateur. Alors ça dépend un peu de ce que l'attaquant a prévu de faire et de sa finalité. Mais potentiellement, oui. Ok. Potentiellement. Et c'est pour ça que la sensibilisation est très importante. Qu'on soit particulier, entrepreneur, une entreprise, la sensibilisation est très importante. Prendre conscience des risques cyber, que c'est pas quelque chose d'anodin. Est-ce que tu penses que ça peut flinguer la vie de quelqu'un ? Ah oui. Ouais. J'en suis convaincu. Et c'est arrivé déjà. T'as des exemples ? C'est arrivé, oui. En fait, ça peut flinguer la vie de deux façons différentes. Il y a ce qu'on appelle un peu la frontière du métavers, c'est-à-dire il y a le monde virtuel de l'informatique et le monde réel. Et c'est deux mondes qui sont parallèles. Ça fait un peu science-fiction, mais c'est vrai que voilà, notre vie numérique n'est pas la même que. Enfin voilà, il y a une frontière. Et de plus en plus, cette frontière est amenée à être franchie. Oui. Par exemple, si j'ai un problème cardiaque, j'ai un pacemaker connecté, un attaquant le pirate. Une voiture connectée. Il peut arrêter le pacemaker ? Tout est possible en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est fait par l'informatique peut être fait par un hacker s'il n'y a pas des mesures de sécurité nécessaires. Donc à partir du moment où on peut l'activer à distance, Mais quel est son intérêt ? Juste faire du mal ? Il y a de tout, c'est des groupes mafieux organisés, très organisés, donc soit ça va être du mal, soit ça va être
Contre une du rançon. chantage, d'une rançon, etc., etc. Ça peut être une nouvelle façon de tuer pour un tueur en série. Voilà. Mais c'est des choses qui sont de plus en plus Parce que prises au ça sérieux, se en tout cas, transpose par les aussi institutions. sur les hôpitaux. Je sais qu'il y a des attaques sur les hôpitaux. Il y a déjà eu un mort lié à cause de cyberattaque directement, parce qu'il n'a pas pu recevoir les soins nécessaires à cause d'une cyberattaque. Donc de plus en plus, je dirais qu'il y a un peu de 3 grandes catégories d'attaquants. Il y a les plus dangereux, qui sont vraiment des mafias très organisées, on appelle ça des groupes APT. Pour la petite histoire, voilà. Il y en a un peu partout dans le monde. C'est assez hybride, étatique, mercenaire. Corsaire, un peu. Ça dépend les structures. Mais c'est des gens qui, dans la vie, ne sont pas armés, c'est leur arme, c'est. Alors dans la vie, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils font vraiment beaucoup de dégâts avec ça, et c'est vraiment des structures très organisées. C'est impressionnant. Il y a eu un démantèlement récemment d'un des très grands groupes par la gendarmerie, enfin une coalition de diverses forces de sécurité mondiale, dont la France avec la gendarmerie, et ils étaient vraiment organisés vraiment comme une société à part entière. Il y avait un service comptable, un service RH. Mais non. C'était impressionnant. C'était vraiment et d'où vient l'argent? D'où provient? Alors généralement d'une entreprise. Une entreprise va se faire attaquer. On va prendre ses données en otage, et même un entrepreneur, même une entreprise, une plus grosse entreprise, ces données, c'est vraiment son savoir-faire. Si demain je te prends ton ordinateur, ta tablette, ça va un peu t'embêter, mais au pire des cas, t'en rachètes une. Enfin, c'est pas trop grave. Si je te pique les données qu'il y a dessus, c'est plus embêtant. Déjà toutes tes interviews, toutes tes données métiers, ta compta, ta gestion. Et c'est pour ça qu'en fait personne n'est épargné. Même un entrepreneur, j'en parlais avec un ami qui était boulanger et un autre qui était plombier. On était en train de prendre une bière, il fait bon, l'avantage c'est qu'avec ton métier, ça ne concerne pas des masses. Et je suis si. je suis jamais sur l'informatique. Oui, mais ta compta, tu l'as fait comment? Et je parle même pas de l'aspect réglementaire avec le RGPD, etc. Mais tu vois, il y a une question qui me vient. J'ai entendu une émission avec Éric Larchevêque, donc un des investisseurs de Qui veut être mon associé, sur M6, et il racontait que lui, tout son argent, c'est du Bitcoin. Tout son argent, tout son patrimoine. Ah oui. Enfin, tout son patrimoine d'argent, de monnaie, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, il a des biens. Crypto-monnaie, oui, c'est ça. Mais c'est extrêmement dangereux, non? S'il se fait pirater, par exemple, cet espace-là. C'est toujours le risque. C'est toujours le risque. Après, c'est pour ça comme pour le reste. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir une bonne hygiène numérique, c'est-à-dire un mot de passe fort aléatoire stocké dans un coffre-fort numérique et la double authentification. Donc là, tu vas me dire, ça fait un peu peur et tout. Moi, je ne pas ton mot de passe et tout. C'est très simple. Moi, je suis. Alors, on en parlera à la fin de l'épisode. T'as essayé de. Alors, tu m'as demandé la permission. C'est là où t'as un cœur vraiment gentil. Tu m'as dit, est-ce que je peux hacker ta boîte mail? Et on en parlera à la fin de l'émission de ce que t'as fait et de ce que t'as remarqué. En l'occurrence, moi, les mots de passe, ça a toujours été une angoisse pour les gens autour de moi, parce qu'ils me disent, mais tu fais n'importe quoi, tu tapes tout et n'importe quoi, et je les change tout le temps. Finalement, c'est peut-être pas plus mal que je les oublie. Oui. Mais effectivement, mais dans ces cas-là, la bonne pratique, parce que même moi, je suis incapable de retenir 15 mots de passe de 20 caractères. Évidemment. Je suis pas une machine, donc justement, autant confier ça à une machine. Ouais. Donc l'idée, c'est d'utiliser un coffre-fort numérique. Donc il y a pas mal de solutions qui existent. C'est payant, ça. Hein. Il y a des gratuits, il y a des payants. En gratuit, on peut avoir LastPass, Dashlane. En payant freemium, je sais plus, il y a OnePassword, Bitwarden. Enfin voilà, il y a pas mal de solutions comme ça sur le marché qui ont carte blanche, qui ont énormément de certifications de sécurité, qui sont très très bien. Pour les puristes, vraiment ceux qui ont un peu l'habitude de l'informatique, on recommanderait évidemment KeePass. Voilà, mais indépendamment de la technologie, ce qui est important, c'est le concept de demain. Tu changeras tous tes mots de passe. Et dans ces cas-là, ce que tu feras, c'est que tu téléchargeras l'application de ton choix et tu changeras cette application, elle a un mot de passe. Et évidemment. Mais alors, si quelqu'un trouve le mot de passe de l'application. Alors, pour celui-là, il faut qu'il soit fort. Il faut que tu mettes la double authentification. Ok. Donc cette double authentification, ça, tu le répètes, tu le martèles. C'est très très important. Hyper important. C'est pas infaillible, mais c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ok. Et c'est vraiment. Et si tu. C'est quoi les mots de passe les plus répandus pour que les gens comprennent que leur mot de passe il est pas si complexe que ça? En tout cas d'expérience, AZERTY, WXCVPN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça maintenant on les trouve plus trop. Pour les boîtes mail, parce qu'il y a souvent d'exigences de sécurité. Non, on trouve beaucoup le nom du conjoint, le surnom, la ville. Le département. Les clubs de foot aussi, beaucoup. Ah ouais. Ça beaucoup, aller le stade, aller l'OL, PSG. J'ai même vu un PSG une fois. Ça m'a bien fait rire. Voilà, non, il y a beaucoup de ça. Et voilà, mais généralement, le nom de l'enfant, l'animal de compagnie, beaucoup aussi.
En fait, c'est tout ce qui va... De toute façon, les gens sont pas des machines. Coller au quotidien les dates de naissance. Coller au quotidien les dates de naissance, beaucoup, évidemment. Surtout pour les codes PIN. Eh oui, bien sûr. Ça... Ah oui, sur le téléphone, par exemple, moi j'ai un portable de la marque Apple. La reconnaissance faciale, c'est bien, ça c'est. Moi, je fais ça pas mal. En fait, de plus en plus, les mots de passe vont être désuets. Ça, on n'en est pas encore là. Parce que moi, vraiment, ça me rendrait très heureuse, vraiment. Je milite beaucoup là-dessus pour que les mots de passe soient de plus en plus désuets, parce qu'un mot de passe, ça peut se casser. Tout ce qui est biométrie, c'est beaucoup plus compliqué. Le problème, c'est que la biométrie, aujourd'hui en France, est très encadrée par le RGPD. Ah, ok. Tout ce qui est authentification par biométrie, c'est très, très encadré. Et voilà. Mais c'est quelque chose de bien, puisque... Alors autant il y a, je sais plus, il y a 5-6 ans, j'avais essayé de mettre ça sur mon téléphone. Mon frangin avait essayé, c'était authentifié, parce que c'était pas du tout au point. Et quelqu'un d'autre même qui me ressemblait pas du tout, s'était connecté avec le même fond d'écran, c'était pas du tout au point. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal au point. Ouais. Et la reconnaissance est bien. Tout ce qui est biométrie, et ça, effectivement, voilà. D'ailleurs, toi, t'es en couple ? Oui. Et tu sais tout déverrouiller, j'imagine. Tout, je veux dire, dans ta famille et tout, on te demande. On m'a souvent demandé ça. J'ai perdu le mot de passe de mon ordi. Est-ce que tu peux me le retrouver ? Donc là, je m'assurais évidemment. Parce que quand c'est des personnes de confiance, évidemment, je le faisais. Et oui, c'est assez facile, oui. T'es un peu comme les kinés à qui on demande toujours de débloquer un truc. Ouais, c'est ça. Toi, c'est dans l'ordinateur. C'est ça. Allons sur le darknet. On en a un petit peu parlé déjà en amont tous les deux. Et en fait, tu m'as fait peur, et en même temps il est temps qu'on libère la parole sur ce sujet-là. Le darknet, on va beaucoup parler de drogue, d'armes, etc. Mais en fait, ce qui est le plus présent sur le darknet, c'est la pédocriminalité. Complètement. Alors déjà, juste avant, il y a plusieurs façons d'aller sur le darknet. Oui, comment on y va ? Alors, l'idée, genre là, je suis sur mon ordi. C'est pas forcément l'idée de faire un tuto, mais on va dire qu'il y a deux façons d'aller sur le darknet. Il y a une façon avec des outils spécialisés qu'on utilise beaucoup en cybersécurité, notamment, on en reparlera pour ta boîte mail, pour récupérer des mots de passe et tout, où toutes les informations, on a des outils spécialisés. Et on va récupérer uniquement les fuites de données, etc., etc. Et sinon, il y a par un navigateur, tout simplement. C'est au lieu d'utiliser Google Chrome, on utilise un nouveau navigateur, un autre moteur de recherche. Ok. Et on a vraiment l'impression, d'être sur Chrome. Et d'être sur n'importe quel navigateur. Ok. Et le darknet, déjà, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il faut c'est ça. C'est tout ce qui n'est pas indexé. C'est-à-dire que l'internet au sens large, c'est ce qu'on appelle le réseau des réseaux. Je parlais tout à l'heure de la Livebox où on est connecté. Et ici il y a une Livebox, chez moi il y a une Livebox, chez toi il y a une Livebox. Voilà, tout le monde a ses Livebox. Et pour vulgariser, l'ensemble de toutes les Livebox connectées, ça forme Internet. En fait, si je vais chez Google, je vais aller je vais aller taper la Livebox de Google, qui vont me dire au sein de leur réseau, ils ont un serveur, donc c'est-à-dire qu'un ordinateur qui héberge des données ou des sites web, qui va me dire, si par exemple je vais aller avoir l'équipe.fr, j'en sais rien, ou n'importe quel site. Et j'ai l'impression qu'on aime bien le sport, Pierre Alban, là. Ouais, faut que je m'y remette. Mais voilà, et en gros, ou n'importe quel site, et en gros, si je vais sur ce site, en fait, ma requête, c'est-à-dire va faire un peu à travers le monde, via différents routeurs, etc., etc. Et donc ça, c'est Internet au global. Il y a le web. Le web, c'est tout ce qui est indexé, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir publiquement. C'est-à-dire si je tape par exemple Pauline Borgea sur Google, toutes les infos publiques, ça va être le web. Et ça, c'est un peu 10% du web, de l'internet. 80% de l'internet, ça va être le deep web. Et le deep web, c'est tout ce qui n'est pas indexé. Par exemple, ton fil d'actualité Facebook, Instagram, LinkedIn. Ça, il y a par définition, si je tape sur Google fil d'actualité Pauline Borgea, je vais pas l'avoir. Oui, c'est vrai. Il y a que toi qui vas l'avoir. C'est protégé par un mot de passe, etc. Et ça, c'est le deep web, ta boîte mail, etc. Et le reste, c'est le darknet. C'est tout ce qui n'est pas indexé, tout ce qui n'est pas référencé. Et là, du coup, le système est un peu compliqué à comprendre, mais l'idée, c'est... Il n'y a pas de police, quoi. Il n'y a pas de police et il y a un certain anonymat. Je dis bien un certain, parce que l'anonymat absolu sur Internet n'existe pas. Ok. On peut retrouver les gens. On peut toujours retrouver les gens. Okay. Mais c'est pour ça que la politique de l'année... en ce moment, on parle beaucoup de la fin d'anonymat sur les réseaux sociaux, etc., etc. C'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que... Voilà, l'idée c'est d'enlever c'est plus les pseudos plutôt que l'anonymat. Mais l'anonymat n'existe pas. Et en gros, pour faire très simple, le darknet, c'est un système de rebonds différents qui vont préserver un certain anonymat. Par exemple, imagine une troisième personne à côté de nous. Si je veux lui parler,
je te parle, tu sais uniquement qui t'a parlé, à qui tu vas parler, mais tu sais pas les autres personnes qu'il y aura en amont, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je te parle, tu vas parler à l'autre personne, qui va parler à l'autre personne. Toi, tu sais uniquement que tu m'as parlé à moi et, mettons, une personne qu'on va appeler Didier, et l'autre personne, Germaine, après, me connaîtra pas du tout et ne te connaîtra pas. En fait, on va oublier... Ça cloisonne un peu C'est un peu ça le... Il y a des rebonds différents qui font que ça va... Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui s'effacent Alors là, le principe serait vraiment trop compliqué pour vulgariser, mais j'ai envie de comprendre et en même temps, là, mon cerveau, il y a un singe qui fait en tout cas, tout ça pour dire que quand on fait une requête, on va envoyer une requête à un routeur, à un autre, à plusieurs rebonds, qu'on appelle des nœuds. Et en fait, un nœud sait à qui il parle et sait qui lui a parlé, mais ne sait pas ce qui se passe en amont et en aval. Ok. Ce qui permet de garantir un relatif anonymat. Et là, effectivement, du coup, comme il y a un relatif anonymat, c'est la porte ouverte à vraiment toutes les dérives. Et effectivement, la pédopornographie qui est... Alors, on va y revenir plus longuement parce que tu m'as vraiment fait peur et en même temps, tu m'as alerté sur des choses très, très importantes et je voudrais vraiment que les gens qui nous entendent aujourd'hui, l'entendent, le comprennent et après peut-être l'assimilent et le mettent en application. Mais d'abord, les armes, la drogue. Sur le Darknet, tu peux tout à fait t'acheter 1 gramme de cocaïne. Ah oui. Et tu le reçois chez toi ? Moi, j'ai jamais essayé. Et puis, je ne saurais pas. Mais après, voilà, de toute façon, comme c'est sans foi ni loi, au-delà du côté illégal, il y a aussi le côté arnaque. Où, en fait, on n'est pas sur Amazon ou quoi que ce soit, où il y a un SAV derrière. Tu mets pas de notes, quoi. Voilà, il n'y a pas de notes. Alors, si, il y a des forums avec des notes, même sur le Darknet et tout, qui ont été fermés et tout. Mais après, qui ont été fermés, d'autres ont été réouverts, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas... Il y a beaucoup et en plus, j'imagine que les sites apparaissent, disparaissent, voilà. Est-ce qu'il y a des équipes qui sont formées que pour ça, pour aller trouver ces gens-là ? Oui, alors là, c'est surtout les forces de l'ordre. Je pense, là, du coup, je maîtrise beaucoup moins ce sujet-là. Mais les forces de l'ordre, oui, beaucoup. Donc, c'est il y a des équipes spécialisées en numérique. Là-dessus, je parlais du très beaucoup de filets qu'a fait la gendarmerie nationale avec 7 ou 8 autres pays différents. Ils sont vraiment alliés leurs forces pour faire tomber Logbit, donc qui est un des très grands groupes de hackers. Et pour la petite histoire, ce qui est un peu l'arroseur arrosé, ce qui était assez marrant, c'est que Logbit avait un site sur le Darknet où ils produisaient quoi ? Ils avaient un tableau de chasse. En gros, ils disaient, on a piraté telle entreprise. Et les forces de l'ordre se sont emparées de ce site et ont mis dernière victime, Logbit. Et du coup, c'était l'arroseur arrosé. Voilà. Est-ce que ces gens-là, parfois, qui font ce genre de hacking, qui est du détournement de fonds, etc., c'est du vol, en fait, tout simplement, basiquement, j'arrive pas à les voir, c'est marrant, comme des vrais méchants. Tu vois, je les transpose pas dans la vie comme des gens. Tu vois, même quelqu'un qui va braquer une banque, potentiellement, il a une arme, il peut mettre des gens en danger. Là, il met des gens en danger. Oui et non, c'est de l'argent, quoi. Il y a les deux. En fait, il y a deux typologies d'attaquants. Enfin, il y a plusieurs typologies d'attaquants. Et effectivement, il y a les grands groupes à péter. Donc, je disais qu'ils sont vraiment des mafias très organisées et tout. Et après, il y a des groupes de malfrats très organisés et tout, pas forcément à péter et tout, et qui vont plus faire de l'arnaque un peu à grande échelle plutôt que de l'espionnage. Et après, il y a ce qu'on appelle communément dans le métier des script kiddies. Donc, c'est le cliché, un peu l'archétype de ce type de profil d'attaquant. C'est, on dit avec un peu côté péjoratif, mais un gamin de 15 ans manque de reconnaissance, qui va utiliser des outils tout faits pour faire. C'est pas forcément qu'il pense à mal. Et en fait, c'est un peu comme le cyberharcèlement, même si c'est pas le sujet. En fait, caché derrière son écran, on a un sentiment déjà d'impunité, et on n'a pas la conscience qui s'aiguise en disant on fait vraiment quelque chose de mal. Effectivement, je pense que si beaucoup de personnes, j'ai accompagné beaucoup de clients et j'ai vu, ça fait 7 ans que je travaille, donc c'est pas énorme. En 7 ans, j'ai vu plusieurs fois des personnes pleurer devant moi parce qu'ils avaient vraiment tout perdu, vraiment en bord du suicide et tout. Se rend pas compte, et je pense que, certains se rendent compte et n'ont vraiment aucun cœur. Peut-être que certains, je sais pas, mais peut-être que certains, s'ils n'étaient pas cachés derrière leur écran, et si vraiment ils voyaient les conséquences, peut-être qu'ils seraient plus positifs. C'est à la fois ça c'est le mauvais penchant, mauvais penchant un peu d'Internet. Je trouve ça très bien que tu dises ça, qu'on en parle comme ça. C'est justement ce que je disais en début d'épisode. C'est très glorifié, le truc de il a hacké, il a volé 67 millions d'euros à tant de personnes. C'est parfois des grosses entreprises où là on se dit bon voilà, c'est illégal, de toute façon c'est puni, ça peut mettre des gens au chômage. Ça met des gens au chômage, c'est-à-dire que mais il y a aussi le particulier qui perd tout son argent, qui arrive pas à le récupérer, qui galère avec les assurances. Donc c'est très l'une très des personnes que j'ai vu pleurer devant moi était un particulier. Ouais. Et c'est en tant que particulier qu'elle s'était fait attaquer. Ouais. Et
C'est quoi le cas le plus connu que moi je connaîtrais peut-être pas de hacker où toi tu t'es dit quand même celui-là même si c'est mal il était sacrément fort, parce que je sais qu'il y a plein de très jeunes qui ont commencé même très jeunes à faire ça. Il y en a qui sont très très bons, oui. Un cas, bon après forcément il y a beaucoup de confidentialité dans le milieu de la cybersécurité, il est évident que je peux pas parler de tout, mais un cas dont je peux parler puisque ça a été rendu public, et d'ailleurs toutes les infos que je connais sont uniquement les infos publiques, donc j'en parle assez librement, c'est le hack de TV5 Monde, où pour la petite histoire, donc TV5 Monde s'est fait attaquer en 2015, et les attaquants sont restés vraiment longtemps dans le système, et l'attaque a été très élaborée, ils sont passés par des prestataires pour ensuite attaquer TV5 Monde. Et ensuite, ils ont essayé de pirater plusieurs choses, et notamment ce qu'on appelle les agents dormants. C'est un programme malveillant qui va infecter une machine, qui ne va rien faire jusqu'au moment où l'attaquant va lui dire de réagir. Et les programmes malveillants étaient dans les caméras situées sur les plateaux. Mais non. Donc là, c'est exactement comme si les caméras qui étaient là étaient piratées, et ils sont restés plusieurs mois comme ça. Mais ça crée quoi pour le spectateur, pour la chaîne, ça crée quoi? Et ben en fait, du coup, TV5 Monde, à un instant T RH, c'était, je sais plus, avril 2015, je suis sûr, je sais plus trop le jour. Et ben à un instant T, à une RH, tout s'est arrêté, grandeur complète, revendication djihadiste. Complète, les réseaux sociaux qui sont tombés également. Enfin, c'était du très très lourd. Et là, bon, je passe les détails techniques. C'était très programmé, très pensé. C'était très programmé, et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette attaque, vraiment l'excellence du savoir-faire français, je trouve, en matière de remédiation. Très bien. On va revenir du coup sur la pédocriminalité. On va parler des enfants sur Internet. Tu dis que sur le dark web, c'est ce qui est en fait le plus présent et le plus répandu. Donc il y a un gros problème mondial là, c'est très inquiétant. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant d'en parler pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, des enfants ont des comptes Instagram créés par leurs parents, des comptes Facebook, etc. Et que moi, on m'a toujours dit, j'ai toujours eu écho de c'est dangereux. Donc, je savais pas trop pourquoi c'était dangereux, mais je me suis dit, je vais pas mettre mon enfant dessus. Déjà parce que un enfant de 3 ans, je me suis dit peut-être que je peux lui laisser le choix de se montrer le jour où il a envie, déjà pour sa propre pour sa propre intimité à lui et ses propres choix. Mais dans un second temps, comme je suis créatrice de contenu et que je mets beaucoup de choses, je mets des photos de lui ou des vidéos où je cache avec des petits cœurs et des pommes et des machins son visage, parfois ses jambes quand elles sont dénudées. Mais tu m'as dit ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. En fait, je comprends tout à fait qu'on veuille montrer ses enfants, on en est fier. Moi, je suis très très fier de mes enfants. Oui, je sais pas pour faire culpabiliser les gens qui le font, c'est pour les alerter plutôt. Non, moi je suis très fier de mes enfants, et c'est pas la question, mais c'est juste pour les protéger, pour les préserver. On s'était mis d'accord avec ma femme vraiment de jamais montrer nos enfants sur les réseaux. Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que une image sur 2, je crois que c'est le chiffre exact, pédopornographique, est issue de photos trouvées sur les réseaux, laissées postées par leurs parents. Donc ça fait très peur, et évidemment, on n'a pas envie de voir ça. Et après, cacher ses enfants, ça c'est... Voilà, après, chacun est assez libre. Par contre, si on veut cacher ses enfants pour quand même les montrer, le fait de rajouter un émoticône sur la tête ou une autre partie du corps, c'est pas forcément une bonne pratique. Ça, j'ai jamais pu le tester réellement. En tout cas, c'est des choses qui se disent, et en tout cas, moi, par prudence, je le ferai pas, parce qu'en fait, si on a collé par exemple, le petit smiley sur la tête de notre enfant, par informatique, on peut le décoller par l'informatique. C'est un peu comme quand on est gamin, on colle une gommette, on peut l'enlever. Donc c'est quoi, la personne va télécharger la photo, la photo pourra l'enlever. Après, moi, je suis pas du tout un expert du domaine. Mais voilà, mais en tout cas, c'est possible. Dans ce cas-là, la bonne pratique, c'est tu fais ça, tu prends ta photo, tu mets ton petit cœur, ton petit smiley et tout, et après tu prends une capture d'écran. Et c'est la capture d'écran que tu vas poster. Ok. Comme ça, voilà. Là, du coup, tu pourras poster en toute mais là, sérénité. qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, sans faire culpabiliser, bien évidemment, mais que les gens soient conscients de ce qu'ils font, mettre ses enfants sur les réseaux sociaux, les montrer, les filmer, etc., c'est dangereux. C'est dangereux, et vraiment, si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en vraiment. Ouais. C'est vraiment important là-dessus. Ouais. Est-ce que le cyberhacking, ça peut aussi servir à faire
penser aux gens certaines choses, comme mettre des fake news en avant? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a déjà été des choses qui ont été... Alors, la désinformation, c'est pas du tout mon domaine, mais oui, effectivement, on trouve vraiment de tout sur Internet. Moi, avec l'IA, on peut en plus arriver à faire croire un peu à n'importe qui, n'importe quoi. C'est la blague qui est assez connue. Le problème des citations Facebook, c'est qu'on sait jamais si elles sont vraies, signées Napoléon. Bon, forcément, voilà, on peut faire tout dire et n'importe quoi. Moi, c'est un de mes projets de fin d'études. Je vais monter un site web, le sécuriser, et c'était assez amusant comme challenge de fin d'études, c'est que justement le jury devait l'attaquer. Et en gros, si les défenses tenaient bon, c'était bien. Et justement, le site que j'avais mis, c'était, on doit dire chocolatine. Enfin, c'était une débilité. Et voilà, j'ai fait des arguments pseudo-scientifiques, etc., etc. Et c'est très facile en fait. N'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet, peut mettre n'importe quel post et tout. Oui. On peut retoucher des photos, et avec l'IA également, la désinformation effectivement. Moi, par exemple, ma grand-mère un jour m'a appelé en panique en me disant, t'as vu la guerre, c'était il y a quelques années, quoi. En fait, elle découvrait Internet, elle. Et en fait, elle filtrait pas, quoi. Donc, elle avait l'impression que la guerre arrivait en France, quoi. Et c'est terrible pour quelqu'un qui a vécu la guerre. Et en fait, c'était tellement bien écrit, le site a l'air tellement vrai que... Une anecdote qui est vraie, je crois que c'était en 2009, mais qui m'a beaucoup fait rire. Les panneaux d'autoroute, tu sais, des signalisations où il y a juste des écritures, qui avaient été piratées, je crois que c'était à Dallas. Et il y avait marqué... Zombie ahead, run away. En gros, ils avaient signalé une attaque de zombies. Et il y a la photo, moi, ça m'a fait beaucoup. Et les gens y ont cru? Non, alors ça, je sais pas le format de l'histoire, mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, comme toute l'information est virtuelle. Ouais. C'est assez facile de pouvoir modifier, effectivement. Oui, c'est assez simple. Est-ce que tu crois qu'on devrait être formé dès le plus jeune âge à ça? Ne serait-ce que comprendre un peu les bases que tu nous dis là, que la plupart des gens ne font pas, sur les mots de passe, etc. Oui et non. On devrait avoir quelques cours, quoi. Alors, oui et non. Dès le plus jeune âge, je sais pas. La politique de l'éducation nationale, c'est vraiment 0,3. C'est pas un jugement, c'est juste un constat. 0,3 ans, 0 écran. Et je pense, un avis très personnel, qu'être confronté trop tôt aux écrans peut être problématique. Toi, tu as été tôt sur les écrans? Non, après, je suis pas bien vieux, mais quand j'étais enfant, c'était pas encore très répandu, c'était encore le Minitel, donc voilà. Mais j'ai connu. Mais voilà. Mais ensuite, c'est quoi le plus dangereux? Est-ce que c'est notre ordi ou notre téléphone? C'est pareil. C'est pareil, la même chose. Je dirais plus le téléphone parce qu'on a moins de vigilance. Ah ouais. Quand on est sur un ordi, en fait, quand on est sur un ordi, c'est notre confident, c'est notre pote et on travaille beaucoup plus de choses. Quand on est sur un ordi, soit c'est dans le cadre du taf et dans ces cas-là, on va faire un peu plus attention. Soit c'est dans le cadre perso, mais alors soit c'est pour regarder un film et tout, dans ce cas il n'y a pas trop de trucs. Soit c'est pour faire la paperasse par exemple, mais on est un peu plus attentif. Le téléphone, je pense qu'on n'est pas trop. Est-ce que notre téléphone il nous entend? Ça c'est la grande question et on peut, oui, techniquement on peut. Enfin, et pourquoi on parle de quelque chose et on va sur Facebook et il y a une pub de cette chose dont on vient de parler? Ça je saurais pas dire. Il y a les publicités ciblées, ça c'est un fait, ça c'est sûr. Personnellement, je doute. T'es pas paranoïaque, quoi. Non, je suis pas paranoïaque. Je doute fortement que Facebook s'amuse à enregistrer la totalité des conversations. Par contre, de toute façon, par exemple, si on prend l'exemple de Facebook, Facebook l'assume ouvertement. Ce qui est à Facebook appartient à Facebook. Donc que Facebook récupère tes données pour créer un profil de publicité personnalisé, ça c'est un fait, ça c'est une évidence. Et après qu'on puisse transformer facilement notre téléphone en micro, ça c'est très facile, j'ai déjà fait plusieurs fois pour des démonstrations et tout. Là tu saurais aller dans mon téléphone et le rendre... du coup, comme je te le disais, ça va être comme le même principe que ta pièce jointe. Tu m'envoies un truc. En fait, je t'enverrai un truc, ça va passer comme ça. Et après, du coup, j'aurai accès à ton téléphone. Waouh. Et généralement... Mais ta compagne, je me dirais, oh là là, tu peux à tout moment être avec elle quand tu veux, quoi. En fait, elle sait maintenant, elle connaît, elle a les tips. Ta compagne ou tes enfants. Ah oui. Oui, bon après ça, je le ferai pas par confiance, mais c'est vrai que oui, effectivement, il y a, on envoie une pièce jointe. T'es du bon côté de la force, parce que c'est vraiment une force énorme que de maîtriser ce que tu maîtrises. En vrai, c'est un pouvoir qui peut être aussi qui est flippant. Voilà, qui est génial parce que toi, tu le fais dans le bon sens. Toi, en fait, dans ton boulot, tu gères, tu manages, donc c'est peut-être pas toi qui attaque plus maintenant. Orange, c'est des gens qui travaillent pour toi, avec toi. Je sais pas comment. En gros, oui. Mais c'est plus maintenant, mais en tout cas, oui, j'ai eu accès à des informations qui sont
qui sont très flippantes. Sans rentrer évidemment dans le détail, j'ai pu dire, je savais que quelqu'un était en instance de divorce et je savais que sa femme n'était pas encore au courant. Je pouvais dire, sur d'autres personnes, je pouvais dire pour qui voter. Je pouvais dire l'orientation sexuelle de telle ou telle personne. Il y a beaucoup de choses, oui. Et là, je parle même pas des mots de passe. Parce que là, les mots de passe, j'en ai récupéré à l'appel. Et pourquoi ça te passionne autant alors ? Je trouve qu'il y a un côté... il y a un peu un côté idéaliste, de vouloir protéger les gens. Que j'assume complètement. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a des événements marquants. J'ai fait beaucoup de bénévoles auprès des gens de la rue. Et un SDF, pour qui j'avais beaucoup d'affection, qui avait quand même son téléphone et tout, a eu des gros problèmes suite à... Je travaillais déjà dans la cyber. Mais ça m'a beaucoup marqué. Parce que, si on s'en prend même à des personnes qui n'avaient rien, il y a un vrai besoin d'aider les gens. C'est un peu le Robin des Bois du web. Et oui, on essaye. Non, mais c'est vrai. Et l'idée, et d'ailleurs, si parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y a des gens qui veulent travailler dans la cyber, il y a énormément de postes à pourvoir. Génial, c'est bien de le dire, ça aussi. Oui, non, il y a beaucoup de demandes. Quelqu'un disait que la cyber est un combat qui se perdra faute de combattants. Voilà, il y a énormément de travail, il y a énormément de choses à faire. Et après, il y a... À titre personnel, il y a une passion pour l'informatique que j'aime beaucoup. Mais la cyber, et tu me l'as dit, c'est différent. Toi, tu sais pas réparer un ordinateur. Ah oui, mais ça, c'est les gens... mon entourage a eu beaucoup de mal à comprendre. Tiens, PA, j'ai un problème avec mon ordinateur, tu peux m'aider ? Je vais bien t'aider si tu veux, mais je vais pas pouvoir réussir. Et dernièrement, un pote qui m'a demandé, gentiment, je suis allé l'aider. Et après, il replante 3 jours après, et du coup, il est allé l'amener voir le réparateur, et du coup, il m'en voulait pas. Il me disait, tant pis, en fait, c'est n'importe quoi ce que tu m'as dit et tout. Ah non, mais moi, je t'ai aidé gentiment, mais je t'ai dit, c'est pas mon taf. Je sais pas réparer les ordis. T'as quand même une connaissance de ce qu'il y a dedans et voilà, de comment ça marche. Mais donc, est-ce que c'est comme dans les films et tu tapes des codes comme ça, tac, 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 très vite et t'arrives à faire ça ? Non, c'est pas dans les films. Parce qu'en fait, taper des codes très vite, en fait, on les automatise. Donc en fait, c'est la machine qui va le taper à notre place. Okay. Mais est-ce que t'arrives quand même à lire dans des sortes de lignes Oui, après ça dépend vraiment en fait de ce que fait le programme qu'on va lancer en fait. Okay. C'est vraiment ça. Il y a des fois où le programme on va vouloir un rendu beaucoup plus visuel. Typiquement pour montrer à nos clients, si on montre des grosses lignes de code à notre client, un directeur général ou même un particulier et tout, il va pas trop comprendre. Forcément, c'est pas son métier, c'est pas impactant. Et du coup, on va faire générer des rapports en PDF automatiques avec votre mot de passe et ça, votre score de sécurité et ça. Mais oui, sinon l'espèce de grosses lignes de code un peu avec pas mal de terminaux qui s'ouvrent, oui, ça c'est... Parce que tu protèges Orange et vous avez des clients. Alors, moi je travaille pas pour la sécurité d'Orange, je travaille pour la sécurité des clients d'Orange. Voilà. Alors les Orange Cyberdéfense, donc qui est une filiale du groupe Orange, créée en 2016, si je dis pas trop de bêtises, on a à peu près 3000, et il y a pas mal de clients, et la grande force d'Orange c'est de pouvoir accompagner vraiment tout le monde. Des très grands groupes, comme des particuliers. Tu peux citer des groupes où t'as pas le droit ? Non, je préfère éviter. Déjà parce qu'il y en a qui sont vraiment très secrets, et même par principe, voilà. Mais vu le nombre de clients d'Orange, vous connaissez forcément des entreprises qui sont clients d'Orange. Voilà. Et eux subissent des attaques tout le temps ? Oui, il y en a beaucoup d'attaques. Et la grande force d'Orange, justement, c'est de s'adapter vraiment à chaque typologie de client. Ok. Là, on va parler de moi maintenant. Avec plaisir. Parce qu'il y a 2 jours, tu m'as écrit « Bon, alors, je vais hacker ta boîte mail. Est-ce que t'es d'accord ? Parce que je dois quand même te demander ton accord. » Donc, j'ai évidemment dit oui. Et donc, quel est le résultat de ça ? J'ai amené mon ordinateur, mais en fait, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Alors, ça ne sert à rien parce que généralement, le hacking de boîte mail se fait plus loin. On a pu récupérer plusieurs adresses, tes 3 derniers domiciles, puis récupérer ton téléphone, ton mail, ta situation maritale, pas mal d'informations assez personnelles. C'est quoi ma situation maritale alors ? Concubine, tu es un conjoint de... Enfin voilà, peut-être pas trop entrer dans les détails, tu peux, moi. En plus j'ai oublié son nom, alors je suis désolé, tu m'excuseras auprès de lui. Valentin. Voilà, qui est né, c'est bientôt son anniversaire, c'est le 24 juillet. Qui a 37 ans, toi tu as quelques mois de moins. Ouais, je crois. Tu es de juin, toi, non ? Oui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pu récupérer ? Pas mal d'autres choses. Rien sur ton enfant. Ça, je sais que tu as un enfant. Je savais à peu près qu'il avait dans les 3 ans, mais pas plus. Donc tes 3 derniers domiciles, pas mal d'autres choses. Après, comme là, c'était des infos qui nous auraient aidé à avoir accès à ta boîte mail et autres, mais on voulait pas rentrer plus par respect de la vie privée, on voulait pas plus rentrer dans le détail. Parce que tu aurais pu accéder, par exemple, à mon WhatsApp, à des choses comme ça t'aurait pu. Je sais pas, on n'a pas poussé plus loin. Mais si tu pousses, tu peux. En fait, et justement, je vais en revenir. Si on pousse, en fait, on peut toujours.
En fait, tout est piratable dans la vie. C'est une question de temps et d'argent. Et j'ai reçu deux mails bizarres. Et donc, on l'a tenté, voilà, de faire un peu de phishing en se disant, est-ce que tu vas mordre à l'hameçon et tout. Et du coup, tu n'as pas mordu à l'hameçon. Et donc, on n'a pas réussi à avoir ces accès. J'aurais dû le faire parce que. Ouais. Et voilà, mais. Je suis trop heureuse. Mais après, si vraiment je voulais avoir accès à ta boîte mail, je pense que je pourrais. En fait, si on y met vraiment les moyens. Déjà, c'est pas du hacking, mais un couteau sous la gorge, tu me dis ton mot de passe, je pense que tu le donnes. Enfin, moi perso, je le donnerais. Enfin, je pourrais pas parce que je le connais pas par cœur, mais avec mon logiciel numérique. Bien embêté. Tu dirais, mais non, excusez-moi, mais en fait, je travaille dans la cybersécurité, je suis hyper protégée. Mais en soi, on peut toujours. Et si tu me donnes ton ordinateur, je pourrais le faire parler très facilement. Un ordinateur, c'est très très bavard. Et si j'ai accès physique à ton ordinateur, je pense que je récupérerai beaucoup d'informations. Et tu peux avoir accès aussi aux caméras de l'ordinateur. En physique, parce qu'en fait en physique on peut enfin voilà, si j'ai pas accès à distance, en physique je pourrais récupérer les accès. Si je te donne mon ordinateur, pour toi tout est simple, là, c'est un livre ouvert. En soi je pense que tout est simple, ça dépend des mesures de sécurité que tu as mis en place. Ok. C'est toujours la même chose, ouais. Voilà, si ton disque dur est pas chiffré déjà par exemple, ça va être assez facile. Je sais même pas de quoi tu parles. Et en fait c'est chiffré, donc c'est-à-dire protéger toutes les données, en gros mettre toutes les données dans un coffre-fort. Et ouvrir. Donc généralement c'est assez transparent. Okay. Quand tu ouvres ta session, ça va ouvrir le coffre-fort. Et si on n'a rien à cacher? C'est une très bonne question. T'as rien à cacher? T'es sûr de toi? Tu me donnes ton portable, tu me le déverrouilles et tu montres les 5 dernières conversations que t'as eues. Ok, vas-y. Tu vois? Non, tu vois, en fait, personne. Non, mais si, ok. Non, parce que enfin, même ça me regarde pas. Mais tu vois, on n'est pas. Enfin, moi, en tout cas, je le ferai pas. Oui, mais je sais pas, en fait. Oui, non. Tu vois, c'est même pas caché, c'est intime. Non, mais c'est intime. C'est-à-dire que. Moi, je travaille pas pour le gouvernement, toi non plus. J'ai pas de secret d'État ou quoi que ce soit. C'est juste un respect de la vie privée, en fait. Et donc, en fait, on a forcément quelque chose à cacher. Et à la terre entière, on a forcément des choses à cacher. Oui, c'est un peu ce qu'on se dit aussi sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce qu'on montre tout? Non, on montre pas tout, mais ne serait-ce que pas pour dire des choses compromettantes. C'est juste de garder une certaine intimité. Même un influenceur, en fait, ne va pas tout dire. Il va pouvoir dire beaucoup de choses, mais il y a des choses qui vont rester pour lui, qui va garder pour lui. On ne vous dit pas tout. Mais c'est très bien comme ça. Enfin voilà, chacun a droit à sa vie privée. Et au pire des cas, si même personne disait absolument tout, c'est son droit, il y a pas de problème. Je respecte ça. Mais elle l'a voulu. Ouais. Et c'est son choix. Ça, faut assumer derrière. C'est son choix, il faut assumer derrière. En fait, moi j'ai un peu un truc avec ça, c'est-à-dire oui, il faut assumer, mais c'est pour ça que cet épisode est important. Certaines personnes pensent que à un moment donné, on oubliera ce qu'ils ont dit ou ils passeront à autre chose, etc. Internet, c'est indélébile. Ouais, c'est ça. C'est vraiment indélébile Internet et tout se sait sur Internet donc faut pas faire n'importe quoi. C'est un vrai endroit où on se donne aux autres, en fait. Oui, bien sûr. Et ça, pour ça, vraiment, chers parents, faites attention à vos enfants pour ça. Parce que oui, Internet est indélébile et comme tu disais très justement, plus la présence va être mytho sur Internet, plus. Enfin là, ça, je sors un peu de mon cadre, mais effectivement, Internet, c'est vraiment indélébile et on pourrait dire. C'est plus la citation latine, mais en gros, dans la Rome antique, il disait la parole vole et les écrits restent. Et on pourrait rajouter avec Internet, c'est indélébile. Voilà, c'est une feuille de papier, on peut la déchirer, on peut la... Eh bien, j'adore cette phrase. Voilà. Et je pense qu'elle clôturera notre épisode. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, si vous avez trouvé cet épisode flippant, sachez que oui. Non, mais surtout qu'il est utile, qu'il est important et que je voulais absolument, qu'on parle, certes, des histoires un peu sensationnelles, c'est toujours sympa, mais aussi qu'on parle concrètement, qu'on donne des clés aux gens, qu'on leur explique quels étaient les dangers, sans paniquer. C'est vrai que t'as un côté très calme, donc on n'a pas du tout l'impression que... c'est pas du tout agressif comme manière de le faire. C'est très agréable. Tout va bien, on peut s'en sortir. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est que... Si on se fait pirater, si on voit qu'on s'est fait pirater... Il y a toujours des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir la police? On peut aller voir la police pour porter plainte, tout à fait. Beaucoup de régions ont mis en place un numéro vert pour alors moi je suis des Pays de la Loire, du coup il y a Pays de la Loire cyberassistance, mais il y en a partout dans beaucoup de régions de France. On peut faire appel notamment à des professionnels qualifiés de réponse à incident, justement pour aider les entreprises à récupérer, notamment Orange qui a un très gros pôle d'expertise. On est quand même les numéros 1 en Europe, donc on a quand même une belle pub pour Orange, cet épisode. Un beau pôle d'expertise. Et sachez que cet épisode, en plus, c'est pas une collaboration. Je veux quand même le dire à mes auditeurs. Non. Quand c'est une collaboration, je le dis. Là, c'est absolument pas une collaboration. C'est vraiment, on a discuté tous les deux. Je trouve ce sujet passionnant et je pense qu'il était utile et important, et nécessaire. Et tu m'as dit, oui, mais moi je travaille chez Orange, donc je vais évidemment t'en parler. Oui.
Orange Cyberdéfense. Cyberdéfense, pardon. Orange Cyberdéfense. Et j'ai dit, ok, ouais, parce que ce que vous faites, c'est trop cool et ce serait dommage de se passer aussi de... Et puis même à titre personnel, moi je dis que ce que je pense, et si je pensais pas du bien d'Orange, honnêtement, je le dirais pas. Ouais, tu viendrais, tu témoignerais. J'ai déjà fait plusieurs interviews dans d'autres cadres où je parlais pas du tout de ça parce que je le pensais pas vraiment. Donc si je le dis, c'est que je le pense vraiment. Parce que tes anciennes entreprises étaient horribles. Hein. Non, j'ai gardé très très bons souvenirs. Je sais, en plus, tu me l'as dit, c'est pour ça. Mais voilà, mais je dis parce que je le pense. Et c'est quoi le futur? Le futur de la cybersécurité là, on peut toujours spéculer. Je pense que l'IA joue déjà un rôle important. Je pense que surtout la grande bascule, alors c'est un avis très personnel qui est pas forcément partagé par tout le monde. Je pense que le plus gros tournant qu'il va y avoir, ça va pas être l'IA, ça va être l'informatique quantique. Parce que l'IA, en fait, ça a un peu toujours existé. C'est qu'une façon d'améliorer certains processus. C'est de l'optimisation. C'est l'optimisation. On l'utilise beaucoup dans l'attaque, beaucoup dans la défense. Mais en fait, c'est un peu la guéguerre entre les policiers et les voleurs dans le cyberespace. Les attaquants ont généralement une longueur d'avance. Les défenseurs rattrapent. Mais en fait, la technologie évolue et chacun se l'approprie. Je pense que l'informatique quantique, alors je suis pas du tout un expert, mais elle va vraiment révolutionner beaucoup de choses parce que beaucoup de systèmes cryptographiques de sécurité vont être cassés en un clin d'œil avec l'informatique quantique. Alors, je suis pas inquiet. On va se réadapter, on va reformer, on va se réinventer. Notamment, je pense les mots de passe qui seront complètement désuets par rapport à ça, mais voilà. Donc, juste pour vulgariser, l'informatique quantique, c'est c'est assez compliqué. C'est des super-calculateurs. Ouais, ça va encore plus vite et plus loin. Plus vite, plus loin. Ce que mettrait une. En fait, c'est un peu la montée exponentielle. Il y a 60 ans, la capacité de calcul d'un smartphone est un ordinateur de la taille d'un data center. Ce sera pareil, mais en exponentiel. Oui, vraiment. J'ai envie de dire, on n'arrête pas le progrès. Oui, on n'arrête pas le progrès. Mais après, on s'adapte, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est un monde qui va très vite, mais on s'adapte, il n'y a pas d'inquiétude. Merci mille fois. Merci, Pauline. Cet épisode était passionnant. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. J'ai passé un très bon moment avec toi, Pierre Alban. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Maintenant, Spotify accepte les commentaires. Donc, ça permet aussi de se poser les questions, peut-être de te les reposer, qu'on fasse un live sur Instagram ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Sur YouTube, vous savez, vous pouvez commenter, c'est facile. Et sur Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires et dans vos commentaires, vous laissez vos questions. Je lis tout, je réponds à tout. À très vite dans Donne-moi tout. Ciao. Merci Pierre Alban. Ciao. Merci Pauline. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce qu'ici, on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.